Commencer. Bienvenue à toutes et tous, mes chers collègues. Je souhaite la bienvenue en votre nom à Monsieur Roche-Olivier Mestre, président de l'Autorité de régulation et de communication audiovisuelle et numérique, plus connu sous le nom de l'ARCOM. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'être parmi nous aujourd'hui afin de présenter le rapport d'activité 2023 de l'ARCOM. L'été dernier, l'autorité a également publié un livre blanc de la radio et un avis relatif au projet de COM, les contrats d'objectifs et de moyens de France Télévisions, Radio France et France Média Monde pour la période 2024-2028. Projets sur lesquels notre commission formulera elle-même un avis dans quelques semaines. L'actualité dans le secteur audiovisuel et numérique est donc très riche. Au cours du mois de février 2024 sont intervenus le lancement d'un appel aux candidatures pour le renouvellement de 15 fréquences hertziennes sur la TNT, une importante décision du Conseil d'État sur la portée du principe de pluralisme dans les médias audiovisuels, la pleine entrée en vigueur du règlement sur les services numériques RSN qui concerne directement l'ARCOM puisqu'elle celle-ci a été désignée coordinateur pour les services numériques au printemps dernier. Avant de vous céder la parole, Monsieur le Président, je souhaiterais vous poser quelques questions pour commencer. Le 18 juillet dernier, l'ARCOM a publié une délibération relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services. Cette délibération est la conséquence de la décision du Conseil d'État que je viens de mentionner. Ainsi, l'ARCOM prend en compte les interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé pour s'assurer que, je cite, l'expression des courants de pensée et d'opinion ne soit pas au regard de l'exigence de diversité affectée par un déséquilibre manifeste et durable, en particulier dans les programmes d'information et les programmes concourant à l'information. Pouvez-vous donc nous préciser la méthodologie mise en œuvre par l'autorité ? Dans le livre blanc de la radio, vous proposez un objectif de niveau d'audience numérique à 50% pour d'ici 2033, ce qui permettrait d'envisager l'extinction de la diffusion en FM à cette date au profit de la radio numérique terrestre, en DAB+. Cette transition vers le DAB+, représente un coût important pour les petits éditeurs. Que proposez-vous donc, enfin, comment proposez-vous de les accompagner au mieux ? Par ailleurs, pouvez-vous nous éclairer sur les risques à maîtriser dans ce processus et comment limiter ces risques ? Enfin, pouvez-vous présenter à la Commission vos principales observations sur les projets de COM de France Télévisions, Radio France et France Média Monde ? Deux chantiers de coopération mobilisent beaucoup d'énergie au sein de l'audiovisuel public. Premier chantier, la création d'un média global de proximité sous la marque ICI et le renforcement de France Info. Les projets de COM annoncent une nouvelle ambition pour ces deux projets, en particulier une ligne éditoriale commune et une gouvernance plus intégrée. Quelle appréciation portez-vous donc sur ces deux coopérations ? Et enfin, s'agissant du financement de l'audiovisuel public, quelques pistes sont actuellement en discussion afin d'assurer un financement pérenne. Quel regard portez-vous sur ces différentes options ? Monsieur le Président, je vais donc vous donner la parole pour une dizaine de minutes avant que nos échanges se poursuivent pour un jeu de questions et de réponses. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce n'est pas sans une pointe d'émotion que je me présente devant vous ce soir pour la 6e et dernière fois. Il reviendra en effet à mon successeur de vous présenter l'année prochaine le rapport annuel de l'autorité, moment toujours privilégié pour l'ARCOM d'échange avec votre commission et la représentation nationale. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'abord de vous remercier de votre accueil, de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre élection à la tête de cette belle commission. Félicitations que j'étends naturellement à tous les députés élus ou réélus qui composent cette commission. Je profite également de cet instant pour vous présenter le nouveau directeur général de l'autorité, Alban de Nervaux, conseiller d'État, qui nous a rejoint donc le 1er juillet dernier. Avant de répondre à vos trois questions, je voudrais prendre quelques minutes pour vous exprimer, si vous m'y autorisez,
un triple message. D'abord, un message de reconnaissance et de remerciement. Au cours des 6 années écoulées, grâce à l'appui et au soutien constant du Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis, et en tout particulier de votre commission, notre autorité de régulation a opéré, pour ceux qui connaissent bien ces questions, une très profonde mutation. Je crois que l'on peut dire, sans risque de se tromper, que l'ARCOM d'aujourd'hui n'est plus le CSA d'hier. Sous l'effet de 6 directives et règlements européens, d'une douzaine de lois nationales, en 6 ans c'est beaucoup, l'autorité a opéré une véritable métamorphose. Elle a d'abord, je crois, conforté et affirmé son indépendance, composée désormais de 9 membres, désignés par 5 autorités différentes. Le collège de l'ARCOM, un collège solide et uni, a pu porter et mener à bien l'ensemble des missions que lui a confiées le législateur. Elle a ensuite élargi et renforcé son périmètre d'intervention. Alors que les usages, les acteurs, les modes de diffusion connaissent des transformations profondes, il était plus que temps que le régulateur puisse embrasser le monde et le temps tels qu'ils sont pour faire sienne la sphère numérique. Avec la création de l'ARCOM, le 1er janvier 2022, c'est désormais chose faite. Elle a enfin transformé son organisation en tirant tout le parti de la fusion réussie entre le CSA et l'ADOPI, l'autorité en charge de la lutte contre le piratage. L'ARCOM a pu déployer un nouvel organigramme lui permettant à la fois d'optimiser ses ressources au service de ses nouvelles et très nombreuses missions. Mon deuxième message aura trait à l'intensité de l'activité de l'autorité tout au long de l'année 2023 et du premier semestre 2024, vous y avez fait allusion. Notre rapport annuel que je vous ai adressé il y a quelque temps en témoigne et je veux devant vous, devant la représentation nationale, rendre un hommage particulier à l'engagement, à la compétence de tous les membres du collège, bien sûr, mais aussi de tous les agents de cette autorité. Ils n'ont ménagé ni leur temps, ni leur peine pour que l'autorité exerce ses multiples compétences. Et le vieux serviteur de l'État que je suis, après 45 années de service public, je crois que je peux dire que c'est probablement l'une des plus belles administrations que j'aurai eu le plaisir de servir. Quelques illustrations de nos actions sur l'année écoulée. D'abord, la mission toujours sensible du respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et je répondrai tout à l'heure à votre question. Vous savez que c'est le fil rouge de la régulation et elle aura été, durant cette période, plus que jamais au cœur de nos travaux, avec les élections en chaîne, élections européennes, qui sont toujours très lourdes à organiser pour le régulateur, compte tenu du nombre de listes en présence, des élections législatives dans la foulée, qui n'étaient pas totalement attendues, ou de la mise en œuvre de l'importante décision du Conseil d'État du 13 février dernier que vous avez évoquée. Ensuite, l'organisation de notre paysage audiovisuel, avec des dossiers aussi lourds que l'appel inédit aux candidatures pour 15 fréquences en TNT nationale, une première. La poursuite du déploiement de la radio numérique, le DAB+, qui couvre et touche maintenant plus de 62% de la population. Le lancement de l'ultra haute définition à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ou encore la délibération toute récente relative à la mise en œuvre du régime des services dits d'intérêt général, véritable enjeu de souveraineté pour offrir une visibilité appropriée à nos éditeurs nationaux sur les nouveaux environnements numériques. De même, l'ARCOM a été très mobilisée sur tous les enjeux sociétaux de la régulation. Nous pouvons nous réjouir de ce point de vue que cet été exceptionnel ait été l'occasion d'une couverture unique du sport féminin et du parasport à l'antenne, sujet que promeut le régulateur depuis de nombreuses années. Et il en va de même des avancées en matière de protection de l'environnement, avec l'appui de l'ARCEP et de l'ADEME, avec la publication en mai dernier de notre référentiel sur l'éco-conception des services numériques, et pas plus tard qu'hier, une très intéressante étude, c'est une première, sur l'impact environnemental des usages audiovisuels. Ce sont des documents de référence qui constituent des bases de travail étayées et robustes
à destination des pouvoirs publics, des fournisseurs et des utilisateurs de services. Enfin, dans la sphère numérique, les échéances n'ont pas manqué non plus au cours de l'année écoulée pour le régulateur. Vous avez évoqué la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a officiellement désigné l'ARCOM comme autorité nationale de coordination pour la mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques, en lien avec la CNIL et la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, avec lesquelles nous avons conclu des conventions pour déployer nos compétences respectives. La coopération européenne aussi, on pourra y revenir, pour la mise en œuvre de ce nouveau cadre de régulation commence déjà à porter ses fruits, avec par exemple l'action que nous avons menée conjointement avec la Commission européenne à l'encontre de TikTok Lite, cette application que le réseau a abandonnée dans l'espace européen. Et à l'occasion du récent sommet de la francophonie, l'autorité qui préside depuis 2 ans le réseau des régulateurs francophones a également contribué activement à l'élaboration et à l'adoption de l'appel de Villers-Cotterêts pour un Internet plus sûr. Je terminerai ce propos introductif par un message de confiance, un message d'espérance pour que la dynamique de cette institution engagée ces dernières années se prolonge à l'avenir. Je voudrais en particulier, si vous le permettez, partager avec vous trois réflexions prospectives. La première concerne l'avenir de l'audiovisuel public. Il joue un rôle crucial pour l'équilibre de notre panorama audiovisuel, qu'il s'agisse de l'information, du soutien à la création ou de sa contribution à la cohésion nationale. Alors que l'heure, vous le savez, est dorénavant aux médias globaux, ces groupes de médias qui englobent l'ensemble des supports, que la concurrence s'internationalise, il importe, à mes yeux, de dessiner un nouvel horizon pour ces entreprises. Celui-ci passera nécessairement par une stratégie d'ensemble. Offre de proximité, offre d'information, offre numérique, offre culturelle, reconquête du jeune public. On sait que l'audience du service public est âgée. Le service public doit rassembler ses forces, non pas pour se diluer, mais pour se fédérer. Et si ce choix n'appartient bien sûr qu'à l'État actionnaire et à vous-même, au Parlement, ma conviction personnelle est que seule une présidence commune permettra de porter cette ambition stratégique renouvelée. Le corollaire doit être de garantir au service public la ressource affectée et pérenne, seule à même d'assurer son indépendance et de lui permettre de porter dans la durée un projet d'avenir. Et je forme donc le vœu que les débats parlementaires de l'automne soient l'occasion d'ouvrir cette nouvelle perspective à nos entreprises et aux 15 000 collaborateurs qui portent les missions qui sont les siennes auprès de nos compatriotes. La seconde réflexion a trait à la place de la radio dans notre paysage médiatique. Nous avons publié, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, en juin dernier, un livre blanc consacré à ce média préféré des Français, celui auquel ils font le plus confiance. La diffusion numérique terrestre couvre déjà plus de 60% du territoire métropolitain et elle peut offrir à ce média de nouvelles perspectives. Notre livre blanc propose de ce point de vue une feuille de route sur 10 ans pour préparer l'avenir de ce média et sa bascule progressive vers le tout numérique. Et il nous paraît aujourd'hui essentiel que les pouvoirs publics se saisissent de ce dossier pour accompagner, comme l'ont fait nos voisins européens, tous les acteurs du secteur dans ce mouvement de transformation et de modernisation. Mesures législatives, mesures réglementaires, accompagnement financier quand cela est nécessaire, la représentation nationale et les pouvoirs publics dans leur ensemble ont un rôle essentiel à jouer pour assurer avec succès la mutation de ce média. La troisième et dernière réflexion que j'aimerais partager avec vous concerne la dynamique impulsée par les États généraux de l'information. Cette dynamique est en pleine résonance avec le récent règlement européen sur la liberté des médias. L'ARCOM a contribué de près aux travaux des États généraux par le biais de ses auditions, mais aussi par la publication de 2 études importantes, l'une sur la ressource publicitaire des médias à l'horizon 2030, qui soulève de vraies questions sur la façon dont on va financer nos médias de contenu et donc participer au débat public dans notre démocratie, et l'autre étude sur les sources d'information des Français.
Ces publications abordent des sujets prioritaires, le modèle économique de nos médias, qu'il faut conforter si on veut assurer un pluralisme externe, et la confiance aussi que nos concitoyens placent dans leurs médias d'information. Produire une information de qualité coûte cher, mais les fausses informations nous coûtent plus cher encore. Et à cet égard, le temps de l'action est devant nous pour assurer un meilleur équilibre du financement entre les médias de contenu et les acteurs du numérique, alors que, je le rappelle, ceux-ci capteront 2/3 des recettes publicitaires consacrées aux médias à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Et c'est autant de ressources en moins pour nos acteurs traditionnels, presse écrite, radio, télévision. L'ARCOM appelle aussi de ses voeux, vous le savez depuis de nombreuses années, l'indispensable refonte du dispositif anti-concentration, devenu en partie obsolète, afin de conforter et de préserver le pluralisme des médias. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, le régulateur devenu numérique s'est profondément transformé au cours des 6 années écoulées pour répondre aux évolutions du paysage, aux attentes des publics, aux besoins des éditeurs. Ce régulateur aura changé de nom, il aura changé de dimension, il aura changé de gouvernance, il va même changer à la fin de l'année d'implantation géographique, puisque nous allons quitter les rives de la Seine pour rejoindre le 12e arrondissement d'ici au 31 décembre. Début 2025 va ouvrir une nouvelle page pour l'histoire de l'autorité, avec le renouvellement du tiers de son collège. Alors que bien des défis sont encore devant nous, je souhaite à mon ou à ma successeur d'avoir la chance, comme moi, de bénéficier de la confiance et de l'appui d'un Parlement que je sais très engagé sur nos sujets, à l'écoute des défis du secteur et volontaire sur les solutions à y apporter. Confiance et appui pour défendre et soutenir une autorité qui est reconnue et respectée en Europe, pleinement engagée au service de tous les Français et garante d'une liberté publique fondamentale qui nous unit tous, la liberté de communication. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde aux vôtres ou si je pense que vous ferez un package de réponses par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais maintenant donc donner la parole aux orateurs de groupe. Pour le Rassemblement national, Monsieur Philippe Ballard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, malgré un marché publicitaire un peu boosté par les JO cet été, le contexte reste tendu et difficile pour l'ensemble de l'audiovisuel français. C'est dans ce cadre que nous accueillons avec vigilance les COM 2024-2028 de l'audiovisuel public. Si je peux me réjouir que vous demandiez un renforcement des synergies entre France TV et Radio France, et on peut le comprendre lorsque l'on voit le rapport coût-productivité du service public, je m'inquiète néanmoins du fait que vous saluez le statu quo en matière d'ouverture de la pub radio et TV aux médias publics en préservant l'absence de plafonnement des recettes numériques. Alors même que dans vos missions, il est écrit noir sur blanc que vous devez veiller aux équilibres économiques du secteur audiovisuel et qu'il y a encore à peine une semaine, le tribunal de commerce condamnait Radio France pour concurrence déloyale. Afin de garantir un marché audiovisuel sain face à la concurrence toujours plus agressive des plateformes, il est indispensable que le service public abandonne ses logiques commerciales. Il y a encore quelques jours, et c'est un exemple, le dirigeant de Netflix annonçait ne pas s'interdire d'ouvrir sa plateforme au marché publicitaire, voire même à ouvrir une chaîne linéaire. C'est pourquoi l'audiovisuel public se doit de rester fidèle à sa mission de service public. Toujours à propos du service public, 2 petites questions. Est-il acceptable qu'un clandestin sous OQTF soit invité par France 5 sur le plateau de C'est à vous ce week-end? Est-il acceptable que sur France Inter, Madame Van Nunecker commence son émission en public en pleine période électorale en annonçant faire une émission anti-RN? Est-ce que l'accomplissement des missions d'intérêt général que vous rappelez dans votre avis au COM, est-ce que ça s'inscrit dans cette ligne? Enfin, afin de garantir la souveraineté audiovisuelle française, il est indispensable de se projeter à moyen long terme et de repenser la visibilité de nos acteurs privés et publics sur les téléviseurs des Français. Je salue la mise en place des SIG sur les téléviseurs dotés de box FAI, mais comment, d'après vous, à l'avenir, garantir la souveraineté audiovisuelle de nos acteurs nationaux quand des constructeurs de télé reçoivent des milliards de la part des plateformes pour les référencer en priorité, c'est-à-dire dès qu'on allume son téléviseur, on voit Netflix, Paramount, Disney+, etc., etc. Je vous remercie et je tiens à saluer les échanges que nous avons eu à de nombreuses reprises et qui ont toujours été constructifs.
Je vous remercie. Pour le groupe Ensemble pour la République, Violette Spilbou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, après 6 ans à la présidence de l'ARCOM, je tiens donc à vous remercier pour votre action qui se situe aujourd'hui dans une période charnière, vous l'avez rappelé, avec la remise des recommandations des États généraux de l'information et des nombreuses études que nous avons maintenant en main. L'ARCOM innove régulièrement, il faut le rappeler, et notamment, vous le savez, ça me tient à cœur, en 2023, il y a eu la création d'un groupe de travail spécifique sur l'éducation aux médias et à l'information, ainsi qu'à la citoyenneté numérique. L'ARCOM est aussi en première ligne, vous l'avez rappelé, sur la présentation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens de l'audiovisuel public, et puis sur la délicate question de la réattribution des fréquences TNT. Comme vous le savez, avec plusieurs collègues députés, nous sommes préoccupés de l'augmentation continue des missions de contrôle confiées à l'ARCOM et de sa capacité à faire face à ses besoins grandissants et à donc mieux sanctionner. Le déferlement de la désinformation en ligne, les ingérences étrangères, la manipulation, l'absence de régulation des contenus sur les réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, un nouveau champ s'ajoute à vos missions, celui du respect du pluralisme dans les extraits de débats politiques télévisés, postés par les services web des chaînes et des radios sur leurs réseaux sociaux. Comment tout surveiller, tout contrôler dans un espace numérique qui s'étend aujourd'hui à l'infini et à l'heure de l'intelligence artificielle ? Ces sujets de moyens de l'ARCOM sont cruciaux pour un accès à l'information plurielle et de qualité qui constitue, à nos yeux, une véritable urgence démocratique pour la France et où l'asymétrie entre la régulation de l'audiovisuel et celle des autres médias devient criante. Je suis profondément attachée à l'équité de traitement et on voit qu'aujourd'hui, le système ne le permet plus. Dans cette perspective, nous sommes aussi tous préoccupés par un projet de loi de finances 2025 plus que contraint, qui ne nous permettra pas de proposer d'augmentation. Donc, comment pouvez-vous interroger vos missions pour pouvoir accompagner l'élargissement des responsabilités de l'ARCOM, notamment dans l'espace numérique, simplification, efficience du contrôle, baisse des contrôles peut-être sur des médias vertueux et renforcement des sanctions sur les fake news en ligne. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour LFI-NFP, Aymeric Caron. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez a priori décidé de renouveler sa fréquence sur la TNT gratuite à la chaîne CNews. CNews qui est censée être une chaîne d'information. Or, elle ne remplit plus ce rôle puisqu'elle est devenue une chaîne d'opinion et de militantisme d'extrême droite, comme l'a pointé un rapport de Reporters sans frontières. C'est une chaîne d'opinion qui fait le bonheur d'une partie de cette assistance, même si à une époque, le RN déplorait que CNews soit, je cite, l'organe de propagande de Zemmour, au moment où ce dernier y officiait. Mais entre Zemmour et Le Pen, vous avouerez que le spectre politique est limité, ce qui constitue une infraction à l'article 231 de la Convention de la chaîne, article sur le pluralisme. L'autre problème qui en découle aujourd'hui, lorsque vous regardez CNews, c'est que vous n'êtes pas informé, vous êtes désinformé. D'abord parce que cette chaîne ne traite pas de l'actualité essentielle. Si vous avez choisi de vous informer uniquement sur CNews, vous ignorez par exemple tout de ce qui se passe à Gaza depuis un an. Les massacres de masse de civils, notamment d'enfants, n'existent pas pour CNews. Aucun mot, ou presque, sur le plus grand drame humanitaire du XXIe siècle. En revanche, celles et ceux qui appellent à la paix à Gaza sont souvent mentionnés à l'antenne, mais pour être insultés par les différents intervenants. Ne pas informer correctement, c'est une infraction aux articles 3.1.1 et 2.3.7 de la Convention. Alors de quoi parle-t-on sur CNews ? Le collectif Sleeping Giants a calculé qu'en 2023, les bandeaux titres de la chaîne ont parlé d'islam et d'immigration 335 jours sur 365. Troisième thème majeur, oui, je sais que ça vous fait plaisir. Troisième, c'est ce que je disais au début, merci de confirmer. Troisième thème majeur associé à ces deux autres dont il est censé découler, l'insécurité. Sur CNews, l'islam et l'immigration sont présentés chaque jour comme un danger pour la France, c'est même une ligne éditoriale. Il s'agit d'une infraction à l'article 232 de la Convention sur le respect des sensibilités religieuses et culturelles du public. En fait, CNews est un grand robinet à fake news qui explique que les anges et les démons se livrent à un combat sans merci, mais que nous sommes aidés par l'archange Saint-Michel. L'AFP n'a pas confirmé. Que la première cause de mortalité dans le monde est l'IVG, ou encore que le réchauffement climatique n'a pas d'origine humaine. Voici donc ma question. Comment se fait-il que malgré vos propres sanctions répétées contre CNews, malgré l'évidence que cette chaîne trahit ses principales obligations conventionnelles, comment se fait-il que vous l'imposiez à nouveau sur la TNT, ce qui nuit par ailleurs gravement à la crédibilité de l'ARCOM? Je vous remercie. Pour les socialistes et apparentés, Aïda Hadizadeh.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Merci à nos collègues du Rassemblement national de respecter la parole de leurs autres collègues. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre mon temps de parole ? Merci pour le respect. Votre autorité administrative est souvent comparée aux gendarmes de l'audiovisuel. Nous, il nous semble que cette comparaison ne vous déshonore pas, au contraire, mais peut-être est un peu réduite. Vous devez réguler, vous devez encadrer, vous devez protéger un bien précieux de notre démocratie, la diversité, la pluralité et la bonne information du public. Vous êtes donc garant de la bonne santé de notre démocratie. Et en cela, pour moi, vous êtes plus proche d'un médecin que d'un gendarme. Il y a des maux très graves qui menacent notre démocratie. Il y a le cancer de la désinformation qui se propage et qui est aidé par un milliardaire. L'autre cancer, c'est la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme ou de plusieurs hommes. Ça s'appelle une situation d'oligopole et c'est aussi une menace pour notre démocratie. Et l'autre cancer qui menace notre démocratie, c'est la propagation des propos haineux et violents. À tous ces mots-là, il nous semble qu'il nous faut, à l'heure actuelle, sortir de la naïveté, ouvrir les yeux. Les doses homéopathiques, qui sont les sanctions prononcées contre un milliardaire, ne sont pas suffisantes. Il faut agir plus fort, plus vite, pour guérir notre démocratie et la protéger. Un médecin ne doit pas seulement guérir, il doit aussi prévenir. Il doit vérifier et s'assurer que notre démocratie reste en bonne santé. L'autre préoccupation que j'ai soulignée, c'est l'extrême violence qui se développe. Il me faudrait presque 1 minute ici pour vous démontrer que je peux créer un compte Twitter et en quelques recherches, même une recherche, en utilisant le mot qui est le plus recherché sur le réseau social X, accéder à du contenu pornographique ultra-violent. La régulation et l'encadrement et la sanction contre les plateformes, les réseaux sociaux qui propagent des propos haineux, violents, en particulier en direction des jeunes générations, doit être une préoccupation constante. Et je souhaiterais savoir quels sont les remèdes que vous allez appliquer pour lutter contre ces phénomènes-là. Et soyez assurés que nous, députés socialistes, nous serons toujours à vos côtés pour demander et obtenir, je l'espère, plus de moyens pour votre autorité et afin qu'elle reste aussi indépendante. Je vous remercie. Pour la droite républicaine, Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, la règle qui s'impose autant au juge qu'à l'administrateur dans le cadre de décisions individuelles est l'obligation de motivation. Dans le cadre de l'appel à candidature lancé fin février 2024 pour l'attribution de 15 fréquences de la TNT, l'ARCOM a pris une décision forte en ne renouvelant pas de chaînes. Ainsi ont été présélectionnés OFTV et Réel TV au détriment de C8 et Énergie 12. Cependant, et depuis plus de 2 mois, l'ARCOM n'a pas officiellement communiqué les raisons de ses choix. Ils ne sont pas mineurs pourtant, car de vos choix découle assez naturellement le projet poursuivi par la télévision gratuite nationale qui joue un rôle majeur d'information, de cohésion sociale et de divertissement. Or, la télévision est de moins en moins regardée par les jeunes qui s'exposent de ce fait à des médias non régulés et sources qui posent des questions. Un de vos rôles est de préserver l'attractivité de la télévision gratuite nationale auprès de tous les publics en leur assurant un accès à une offre régulée qui les divertisse, les intéresse et les représente. Ainsi, ma première question, Monsieur le Président, est en décidant de remplacer certaines des chaînes parmi les plus regardées parmi les jeunes au profit de nouvelles chaînes qui proposent une offre déjà bien représentée sur la TNT, des débats, talk-shows, reportages, ne craignez-vous pas d'entretenir à la fois la dynamique de vieillissement de l'audimat et la fuite des jeunes générations en quête de divertissement vers les réseaux sociaux que nous peinons à réguler? Et par voie de conséquence, le groupe Énergie 12 s'est récemment exprimé, déclarant que la disparition de la chaîne, de la TNT gratuite, compromettrait le modèle économique de son pôle TV et très directement celui de sa chaîne Chérie 25, pouvant nécessiter la fermeture ou la cession de cette dernière. Comment l'ARCOM évalue-t-elle les conséquences de ces décisions sur l'emploi et plus généralement d'un point de vue social et économique? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, Alexis Corbière. Merci Madame la Présidente et merci à vous, Monsieur le Président, pour votre activité, puisque c'est peut-être la dernière fois que vous êtes ici devant nous. Je tenais à vous remercier pour le travail qui est fait par vous et vos services. Mais ce remerciement va s'accompagner tout de même d'une critique et d'une question qui va dans le sens de ce qui a été déjà dit par d'autres collègues concernant, si je puis dire, le dossier CNews. Donc vous avez fait le choix
vous avez fait le choix de reconduire le 24 juillet l'attribution de la fréquence à CNews. Il ne s'agit pas de remettre en cause la décision d'une instance indépendante, mais plutôt de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qui a motivé ce choix ? Que les choses soient claires, je le dis à l'attention de mes collègues bruyants qui savent défendre CNews et M. Bolloré quand il le faut. Le problème n'est pas l'existence d'une chaîne à la limite d'opinion, où nous avons besoin de la liberté d'opinion. Je défends dans la presse, y compris nombre de journaux. La question, c'est la qualité de l'information. Et je dirais même que les idées nationalistes d'extrême droite peuvent au moins souffrir du fait qu'elles ne s'accompagnent pas de mensonges, à moins que ce soit leur marque de fabrique inéluctable. Mais j'y reviens. Vous-même, concernant l'Arcom, ça a été dit, vous avez infligé 6 sanctions pécuniaires à cette chaîne pour un montant de 300 000 €. Il y a eu 3 mises en demeure, 5 mises en garde pour sanctionner des manquements déontologiques, des diffusions de faux sondages, de fake news, de dissimulation d'intérêt des intervenants, absence de contradictoire, dérapage homophobe, sexiste, raciste, manque d'honnêteté de la présentation. Je rappelle juste le type de choses qui se disent sur CNews que soutiennent nos collègues. Le chroniqueur Youffa Louis Ducan, vous allez voir, déclaré en 2022, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminés, c'était un lieu hygiéniste, c'était un lieu uniquement qui était fait pour préserver du typhus. Cela se dit, et vous l'avez sanctionné à juste raison. Voilà le type de choses qui se disent au-delà des obsessions contre nos concitoyens de confession musulmane, etc. Donc la question, puisque vous avez reconduit cette chaîne, quelles dispositions vous comptiez prendre concernant le futur cahier des charges de la Convention de CNews pour qu'elle respecte la loi vraiment et que vous ne soyez pas en quelque sorte condamné à multiplier les condamnations, mais que le robinet d'insanité parfois continue de se diffuser avec les impacts que cela crée pour notre débat public et notre cohésion nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les démocrates, Erwan Balanan. Ça va être mieux. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président de l'Arcom de venir une fois encore dans cette commission. On s'est croisés sur le projet Estren et je salue moi aussi votre travail. Mes chers collègues, alors il y a 2 catégories de télévision. La télévision intelligente qui fait des citoyens difficiles à gouverner et la télévision imbécile qui fait des citoyens faciles à gouverner. C'est ainsi que l'académicien Jean Guéhenno, que beaucoup ici ont des écoles, Jean Guéhenno, et à Quimperlé en particulier, résumait la télévision. Alors, si cette affirmation a le mérite de la clarté, il faut toutefois y apporter une certaine mesure. Il y a aussi la télévision intelligente qui fait les citoyens et les décideurs de demain. C'est le cas, entre autres, de l'audiovisuel public, et je dirais même que c'est son rôle. C'est étroitement lié à ce que rappelle l'avis du 24 juillet dernier au regard du rôle essentiel joué par l'audiovisuel public dans l'élaboration d'une offre d'information de référence, dans la promotion de la diversité culturelle et dans l'accès à la culture, au savoir et à la connaissance. C'est d'autant plus essentiel que nous sommes dans une époque de profonde mutation. Et je m'arrêterai aujourd'hui sur une en particulier, le changement climatique et son appréhension. Si 90% des Français considèrent que nous sommes en train de vivre un changement climatique, seuls 11% se déclarent tout à fait informés sur le changement climatique et sur ses conséquences. Vous venez de nous dire que votre préoccupation à mesurer l'impact de l'audiovisuel sur le climat. On peut aussi inverser l'équation et se dire que l'audiovisuel doit avoir un impact bénéfique sur l'accompagnement aux grandes mutations environnementales et climatiques à venir. Il est donc indispensable que le service public en tienne compte et il est heureux que l'avis du 24 juillet le précise. Au sein d'un groupe transpartisan et avec notre collègue Stéphane Delautrette, nous avons travaillé sur des règles nouvelles qui pourraient renforcer le rôle de l'audiovisuel dans la diffusion d'une information de qualité autour des enjeux climat. En attendant que cette proposition de loi soit peut-être examinée, le groupe démocrate souhaiterait à ce titre vous interroger et sur l'opportunité de rendre obligatoire et opposable les contrats climat déjà développés par certains médias. Je vous remercie. Pour le groupe Horizon et Indépendants, Isabelle Roche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos liminaires et surtout pour la qualité des documents produits à l'appui de cette audition. L'année a été marquée par des dossiers importants pour l'Arcom, tels que le renouvellement des autorisations de TF1 et M6 sur la TNT, l'expansion de la radio numérique terrestre et la préparation à l'ultra haute définition pour France 2 et France 3, comme vous nous l'avez rappelé. Et en prononçant des sanctions fortes contre la chaîne C8, elle a aussi démontré aux Françaises et aux Français qu'elle pouvait avoir la main ferme lorsque les obligations du cahier des charges pour la diffusion numérique terrestre ne sont pas respectées.
Nous avons également, nous législateurs, confié de nouvelles missions à l'ARCOM, vous l'avez rappelé, incluant la régulation des acteurs numériques. En particulier, l'autorité a été désignée comme coordinateur pour les services numériques en France dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, RSN, entré en vigueur en août 2023. Et ma première question, au nom de mes collègues du groupe Horizon et Indépendants, porte sur ce point. Pouvez-vous nous détailler comment l'autorité a concrètement mis en œuvre ces tâches, ces nouvelles missions, en termes d'organisation interne, de partenariat extérieur et de coopération avec les autres pays européens, et surtout continuera de poursuivre ces missions avec les budgets qui lui sont alloués. Et en plus de cela, l'ARCOM a élargi son champ de régulation, notamment à la lutte contre les fausses informations, cela a été beaucoup rappelé, et comme vous le savez, les États généraux de l'information ont notamment recommandé de faire de l'éducation à l'esprit critique et aux médias une priorité et de neutraliser la désinformation par une sensibilisation préventive à grande échelle. À cet égard, le rôle des médias, en particulier les médias publics, est essentiel. Et nous sommes nombreux à l'avoir rappelé. Ils contribuent à construire une citoyenneté numérique éclairée, fondée sur la confiance que leur accordent les Françaises et les Français. Les contrats d'objectifs et de moyens vous semblent-ils suffisamment précis et ambitieux dans ce domaine? Je pense notamment aux synergies construites entre France Télévisions et Radio France concernant l'agence de vérification des faits. Et pourriez-vous donc nous détailler la coordination et la gestion commune sous la marque Vrai-Faux que l'autorité appelle de ses vœux? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Soumia Bourouard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Au mois de mai dernier, nous avons examiné ici même, dans cette commission, la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Cette proposition de loi prévoyait la création d'une structure commune de gouvernance aux sociétés de l'audiovisuel public, préparant leur prochaine fusion au sein de la société France Média. Ce texte comportait également des propositions visant à assurer le financement du service public audiovisuel à travers un prélèvement sur les recettes de l'État. C'est sur cette question du financement que je souhaiterais vous interroger. En effet, plusieurs propositions de loi ont été déposées au Parlement dans le but d'assurer un financement à travers un prélèvement sur recettes de l'État ou encore de pérenniser le mode de financement actuel. Monsieur le Président, l'ARCOM a récemment réaffirmé au sein de son avis du 24 juillet relatif au projet de contrat d'objectifs et de moyens que la garantie des ressources du secteur de l'audiovisuel public constitue un élément déterminant de son indépendance, laquelle concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication. Voici ma question. Est-ce que vous considérez que ces mesures présentent un danger pour le financement de l'audiovisuel public ? Face au risque d'une étatisation du financement de l'audiovisuel public qui serait à même de mettre en danger son indépendance, mon groupe, le groupe GDR, défend l'instauration d'une nouvelle contribution à l'audiovisuel public réformée, universelle et proportionnelle. Cette mesure, plus en phase avec la réalité des usages de l'audiovisuel, permettrait également de maintenir un lien fort entre ce service public et l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, je souhaiterais également connaître votre position sur cette proposition. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc, nous terminons avec le groupe UDR, Bartholomé Lenoir. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je voudrais évoquer avec vous la décision de l'ARCOM de ne pas renouveler sur la TNT les fréquences des chaînes C8 et NRJ12. Nous vivons aujourd'hui une crise de la démocratie. En 2024, 68% de nos compatriotes estiment en effet qu'elle ne fonctionne pas. Cette crise est alimentée par des décisions institutionnelles allant contre l'avis de la majorité. Je repense par exemple à la décision du Conseil constitutionnel de censurer la loi sur l'immigration en début d'année, quand tant de Français l'appellent de leur vœu. Cette crise est aussi alimentée par des décisions d'un si petit nombre allant contre la liberté des Français. En cela, l'ARCOM alimente la crise démocratique, car les 9 membres du collège n'ont pas seulement condamné C8 et NRJ12, mais aussi des millions de téléspectateurs, comme le prouvent les récents records d'audience de ces chaînes. Alors, vous me répondrez sans doute que la composition de votre collège se veut démocratique, car 3 des membres du collège de l'ARCOM sont désignés par la présidente de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat, et vous-même par le président de la République. Mais je voudrais vous demander si vous vous êtes senti sincèrement légitime à choisir à la place des millions de Français ce qu'ils doivent regarder après une longue journée de travail, ou mieux, après avoir financé, comme contribuable, le financement de l'ARCOM. Merci. Bien, je vous remercie pour vos questions. Et donc maintenant, nous donnons la parole
au président Mestre pour les réponses. 10 minutes, ce serait bien, si vous arrivez à le faire, sinon 15, mais pas plus. Merci beaucoup, parce qu'après, il y a beaucoup de questions d'1 minute. Beaucoup. Merci, c'est un peu question pour un champion, Madame la Présidente, mais je vais essayer de m'y tenir. Je vais répondre en bloc aux différents thèmes qui ont été abordés par les différents orateurs. D'abord sur le pluralisme, puisque c'était votre première question, pour rappeler que c'est un principe qui est posé dans la loi de 86. Comme vous le savez, j'étais au cabinet du ministre quand on a rédigé et fait adopter cette loi à l'époque. C'est un principe fondateur de la loi de 86 d'imposer aux médias audiovisuels le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Pendant une quarantaine d'années, ce texte a été interprété comme s'appliquant au pluralisme politique, c'est-à-dire cette obligation qui est faite aux médias de communiquer la liste des personnalités politiques qu'ils reçoivent sur leurs antennes, de communiquer les temps de parole, laissant le soin aux régulateurs de s'assurer de l'équilibre et donc de l'équité d'accès aux médias audiovisuels par les forces politiques qui concourent au débat démocratique que vous représentez ici au sein de cette Assemblée. La décision du Conseil d'État du 13 février est une innovation, c'est une lecture nouvelle de la loi, j'allais dire un peu inattendue et beaucoup plus large, puisqu'elle nous dit, certes, le pluralisme politique, mais vous devez, dorénavant, puisque c'est son interprétation du texte, appliquer le raisonnement du pluralisme à l'ensemble des programmes et à l'ensemble des intervenants. C'était un geste de grande confiance du Conseil d'État à l'égard du régulateur, et cette confiance était si forte qu'il nous a laissé le soin d'en préciser les modalités. Ce que nous avons fait par une délibération du mois de juillet de cette année, pour préciser que le contrôle de l'Arcom, je réponds à votre question, Madame la Présidente, porterait en priorité, conformément au sens de la décision du Conseil d'État sur les programmes d'information et les programmes qui concourent à l'information. Je rappelle que la décision du Conseil a été rendue à propos d'une chaîne d'information en continu, que le régulateur ferait porter un contrôle sur une notion de déséquilibre manifeste et durable, c'est-à-dire un déséquilibre ostensible, structurel, on dirait systémique aujourd'hui, et durable. Ce n'est pas un déséquilibre ponctuel dont il est question, c'est un déséquilibre inscrit dans la durée, à partir d'un faisceau d'indices qu'on précise dans notre délibération, et notamment, bien évidemment, la pluralité des intervenants, la pluralité des thèmes traités, la pluralité des points de vue qui sont entendus, et avec un contrôle inscrit dans la durée, durée plus courte pour les chaînes d'information compte tenu des volumes qui sont diffusés sur ces antennes. Donc, ce sera une durée d'1 mois, et pour les autres chaînes, une durée de 3 mois. Cette décision du Conseil, et puis cette délibération, nous a amené bien évidemment à réunir individuellement chacun des éditeurs de télévision concernés, de médias concernés, pour leur expliciter la décision, pour leur expliquer la méthode qui serait celle dorénavant du régulateur. Tout cela a été confirmé par écrit à chaque éditeur, et nous avons prononcé, comme vous le savez, une première mise en garde au début du mois d'août sur l'un de ces éditeurs. Donc voilà la précision, l'élément nouveau dans le paysage, qui est cette décision importante du Conseil. J'en viens au service public, puisqu'effectivement vous allez devoir donner votre avis sur les contrats d'objectifs. Alors je rappelle qu'on a été saisis nous-mêmes avant l'été, qu'on a rendu notre avis au mois de juillet, vous en avez eu connaissance. Nous avons eu communication d'un projet sur des hypothèses qui, si je lis bien la presse aujourd'hui, ne seraient peut-être plus celles qui vont être en définitive proposées. Donc bien évidemment, notre avis ne vaut que sur la base des documents qui nous ont été communiqués au mois de juillet. Et si les données sont changées, bien évidemment, le régulateur peut se réserver une modification de son point de vue sur ces documents. Trois observations simples sur le sujet. D'abord, je l'ai dit, nous considérons que l'audiovisuel public joue un rôle central dans l'équilibre de notre paysage audiovisuel. C'est 30% des audiences en radio, en télévision. C'est 4,5 milliards, grosso modo, de poids économique, 15 000 salariés, un rôle central sur l'information, sur le financement de la création audiovisuelle cinématographique,
sur l'accès au savoir, à la connaissance, sur le divertissement également de nos compatriotes. Deuxième observation, nous estimons que la question des convergences est aujourd'hui centrale pour l'audiovisuel. Je le dis très simplement, au moment où je m'apprête à quitter ces fonctions, le statu quo n'est pas possible. Le monde audiovisuel change très vite. Tous les médias sont en phase d'adaptation. TF1 a revu sa stratégie à l'occasion du changement de son management. M6 a emboîté le même mouvement. Le groupe CMA, qui vient de succéder à Altis Media, est dans la même dynamique. On est dans une phase, et à l'instar de ce qui se passe pour beaucoup de services publics au-delà de nos frontières, de déploiement d'un média global qui embrasse l'ensemble des vecteurs de la diffusion. Maintenant, quand on fait de la presse écrite, on fait aussi de la vidéo, on fait aussi de l'Internet. Quand on fait de la télévision, on fait aussi de la radio, on fait aussi du podcast, on fait aussi de l'Internet. La principales radios nationales sont aujourd'hui adossées à des groupes de télévision, comme vous le savez. Et le service public ne peut pas rester au bord du chemin. Et j'ai la conviction que si on laisse le soin de porter ces collaborations à la seule volonté des exécutifs de ces entreprises, nous n'avancerons qu'à un rythme de tortue. Il faut regarder les choses en face. C'était l'objectif des contrats d'objectifs qui se terminent avec un tronc commun de convergence et puis des axes spécifiques pour chacune des entreprises. Certes, on a avancé. Certes, il y a des matinales communes entre France Bleu et France 3. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais si on veut renouveler la stratégie du service public, il faut une vision globale, et ça passe par un pilote dans l'avion. Je suis convaincu que le renouveau du service public passera par une présidence commune à un moment ou un autre. Je ne parle pas de fusion, je parle d'une vision stratégique commune, une ambition commune pour porter quelques projets stratégiques majeurs, l'offre de proximité, l'offre numérique, l'offre d'information, pour ne citer que ces exemples, avec aussi comme objectif, bien évidemment, de reconquérir la jeunesse. Je rappelle que l'âge moyen du téléspectateur à France Télévisions, aujourd'hui, c'est 65 ans. Troisième observation sur le service public, je l'ai dit, c'est une position constante du régulateur. La garantie de son indépendance, c'est un financement dédié, pérenne, spécifique, qui donne de la visibilité à ces entreprises. Ce sont des entreprises très complexes à piloter. France Télévisions, vous le savez, c'est plus de 8000 salariés, 4500 pour Radio France. Donc, c'est des entreprises qui ont besoin d'un peu de profondeur pour conduire leur action. Et si on veut qu'elles le mènent en toute indépendance, il faut garantir à ces entreprises un financement spécifique. Donc, je suis très clair, c'est la position constante du Collège en la matière. Alors après, le magistrat de la Cour des comptes que je suis ne rentrera pas dans un débat théologique sur TVA, prélèvement sur recettes. Il y a des spécialistes de finances publiques sûrement plus calés que moi dans cette assemblée pour pencher dans un sens ou dans un autre. L'important, c'est d'éviter la budgétisation. C'est ça l'important. À titre personnel, je pense que le prélèvement sur recettes serait plus optimal, mais bon, c'est mon point de vue personnel, c'est le pouvoir souverain du Parlement, le consentement à l'impôt, c'est le Parlement. Et je pense qu'il est essentiel de garantir ce financement spécifique à l'audiovisuel public. Donc, offrons une ambition renouvelée à notre service public, on en a besoin. Ça passera, qu'on le veuille ou non, je vous le dis, ma conviction, par une présidence commune. Je ne parle pas d'une fusion, je parle d'une présidence commune, de quelqu'un qui porte une vision de l'entreprise à l'instar des grands groupes privés, et par un financement spécifique. Troisième remarque sur la TNT. Sur la TNT, le régulateur remplit sa mission. La mission du régulateur, elle est simple. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. La seule chose que j'ai sur mon bureau, c'est la loi de 86, son interprétation par le juge. Les fréquences de la TNT, je ne parle ici que de la TNT, c'est un bien public qui appartient effectivement à chacune et chacun d'entre nous, qui appartient à la nation. C'est un bien rare qui est attribué gratuitement aux éditeurs. Ce n'est pas le cas pour les télécoms, je vous rappelle. Pour les télécoms, c'est attribué avec des mécanismes d'enchères. Là, c'est attribué gratuitement sur la base d'un projet porté par chaque éditeur pour une durée limitée dans le temps. Si on veut
que les autorisations soient attribuées pour l'éternité, monsieur le député, il suffit de modifier la loi. Vous êtes législateur. Si vous estimez que les fréquences doivent être attribuées ad vitam aeternam, il suffit de modifier la loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La loi dit que les fréquences sont attribuées pour une durée de 10 ans maximum, renouvelable une fois pour 5 ans. Et là, on se retrouve dans une configuration très particulière dans l'histoire de la TNT, avec 15 fréquences qui arrivent à échéance en 2025. Donc le régulateur a déroulé la procédure qui est fixée par la loi. Elle est totalement balisée. Notre marge de manœuvre est quasi nulle. Consultation publique qui s'est déroulée l'année dernière, conclusion rendue publique, étude d'impact rendue à la fin de l'année dernière, publiée, appel à candidature, dont les termes ont été rendus publics bien évidemment pour chacun, avec des clauses tout à fait précises, des auditions que vous avez pu voir chacun, qui ont été menées, je crois, par le collège de façon extrêmement professionnelle, et que chacun a pu apprécier pour juger les projets auxquels nous étions soumis. Analyse de dossiers de candidature qui sont conformes au cahier des charges très, très dense. Et au terme de ces auditions publiques, une délibération du collège qui amène à une présélection. J'insiste sur ce point, ce n'est pas une décision de l'ARCOM, c'est une présélection. Et s'ouvre à partir de là, conformément à la loi, une nouvelle phase, qui est la phase d'élaboration des conventions qui doivent lier les éditeurs aux régulateurs. Cette phase est en cours. Nous avons envoyé les projets de convention la semaine dernière. Je vais y revenir en essayant de rester quand même dans les temps impartis. Et ce n'est qu'au terme de ce processus, qu'à partir du moment où les conventions seront signées par les éditeurs, que le régulateur délivrera ou ne délivrera pas les autorisations à ces éditeurs. Comme vous le savez, il y a une phase contentieuse qui est ouverte par 3 éditeurs. L'ARCOM fera valoir son point de vue. C'est tout à fait légitime dans un état de droit que les autres fassent valoir le leur. Je rappelle que la totalité des décisions du régulateur sont soumises au juge. Ce n'est pas le pouvoir discrétionnaire de 9 technocrates dans la solitude de leur collège qui statuent. Ils le font dans un cadre législatif très précis et sous le contrôle du juge. Et bien évidemment, la motivation de ces décisions sera publique, conformément à la loi. La loi dit que dans le mois qui suit la délivrance des autorisations, le régulateur notifie ses décisions de rejet. Ça ne vaudra pas que pour ces éditeurs-là, ça vaudra pour d'autres auditeurs. Je rappelle qu'il y avait 24 candidats pour 15 fréquences, donc la compétition était rude. Et la loi nous impose donc bien évidemment, dans ces décisions de rejet, de motiver nos décisions. C'est ce que nous avions fait pour TF1 et M6 l'année dernière. Vous savez qu'on avait eu un recours de Xavier Niel que l'ARCOM, en l'occurrence, a gagné. Sur la radio, je reviens sur ce point. Je crois que le livre blanc que nous avons communiqué à la représentation nationale, au pouvoir public, balise un chemin pour les 10 années qui viennent, avec un séquencement qui devrait passer, à notre sens, par quelques mesures législatives. Si un projet de loi, à un moment ou un autre, une proposition de loi vient sur le sujet des médias, nous serons présents pour les porter, pour faire en sorte que ce média nouveau qui est la radio numérique puisse se déployer. On est maintenant à plus de 60% de couverture de la population française. Tous les véhicules, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, qui sont livrés sur le marché, ont tous un autoradio équipé de la puce DAB+. L'équipement des ménages lui-même est en train de progresser. On est à un moment où il faut mieux faire connaître cette technologie. Il y a une association pour la promotion du DAB qui rassemble les éditeurs qui y œuvrent. Et donc je crois qu'il faut porter ce processus d'accompagnement pour les aider. Sur le pouvoir de sanction, j'entends beaucoup de choses. Je voudrais quand même rappeler ici, mais ceux qui participaient à la commission d'enquête sur la TNT le savent, puisque je l'ai dit, je l'ai rappelé, l'ARCOM ne peut pas sanctionner directement un média. La loi nous fait l'obligation, dans un premier temps, de prononcer une mise en demeure, et ce n'est que quand il y a une réitération d'un manquement qui a fait l'objet d'une mise en demeure qu'on rentre dans une possible procédure de sanction, dont la décision initiale revient à un rapporteur indépendant. Ce n'est pas le collège qui l'initie, c'est un rapporteur indépendant, membre du Conseil d'État, qui, comme un procureur, en regardant le dossier, engage ou n'engage pas des poursuites. Il instruit le dossier dans une procédure contradictoire, et au terme de son rapport, l'ARCOM reprend la main, auditionne les parties et prononce ou ne prononce pas de sanctions.
Je crois que le régulateur, sur les années écoulées, a fait la démonstration qu'il savait utiliser toute la panoplie des outils qui étaient à sa disposition, y compris avec des sanctions significatives que vous avez rappelées, et que sa main ne tremble pas quand elle ne doit pas trembler. Mais je rappelle que la régulation, elle repose sur un équilibre permanent entre, d'un côté, la défense d'une liberté publique fondamentale, la liberté de communication, qui est extrêmement protégée, et heureusement, dans notre droit, vous en bénéficiez tous quotidiennement. C'est un droit qui est vraiment très protégé par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un arrêt bien connu de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que la liberté d'expression, c'est ce qui heurte et ce qui choque. La liberté d'expression, ce n'est pas le politiquement correct. La liberté d'expression, c'est l'art de la conversation. C'est ça qui fonde la démocratie, par définition. C'est d'entendre un point de vue différent du sien et de se dire, tiens, je vois les choses différemment parce que j'ai entendu un autre point de vue. C'est ce que vous faites. Mais, monsieur le député, sur tous les actes racistes, le régulateur intervient. Les sanctions que vous avez rappelées, c'est bien le régulateur qui les a prises. Non, mais j'ai entendu votre question, je vous réponds. Le régulateur, sur des incitations à la haine, sur des propos racistes, sur des propos antisémites, a été extrêmement présent sur la durée de mon mandat. Mais j'ai eu à cœur constamment de préserver la liberté d'expression. Et ça fait partie de la mission de cette autorité et de la noblesse de sa mission. Excusez-moi de vous dire, mais je le vois bien dans le quotidien de cette autorité, sur la montée des intolérances dans ce pays, et sur la tentative même d'instrumentalisation de l'ARCOM, je le dis très clairement. Tout n'est pas autorisé à la télévision, tout n'est pas autorisé sur la radio. Quand il y a des manquements, ce collège intervient et le fait sans que sa main tremble. Il le fait de manière proportionnée parce que c'est ce que le législateur lui demande de faire, mais il prend des décisions fortes. Écoutez, voilà, c'est difficile, ça a été constaté par les uns et par les autres, et certains nous en font même ici grief. Le règlement sur les services numériques. Je sais bien toutes les ombres qui planent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, bien évidemment. Et j'en suis moi-même, comme beaucoup d'entre vous, victime, comme toute autorité publique. J'ai mon lot de menaces de mort et d'injures publiques, comme chacun d'entre vous. Mais la régulation audiovisuelle, elle a 40 ans derrière elle. La régulation des réseaux sociaux, elle est au début de l'histoire. Le règlement européen sur les services numériques, il n'a pas un an. Il se met tout à fait en place maintenant. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un horizon qui se dessine devant nous. On n'est plus dans la situation dans laquelle on était il y a encore peu de temps, totalement démunis au regard de ce qui se passe sur ces acteurs. D'abord, le régulateur, il se met en place avec la Commission européenne qui est au centre du dispositif, comme vous le savez, des autorités nationales dans chaque pays de l'Union qui constituent un conseil, un board, pour employer du français d'outre-Manche, qui se réunit très activement. Les premières enquêtes ont été ouvertes sur X notamment, mais sur d'autres, comme vous le savez, sur TikTok en particulier. Et donc ce régulateur qui dispose d'un pouvoir de sanction, qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, il est aujourd'hui en mouvement. Deuxième remarque, sur les éléments les plus graves, je pense l'incitation au terrorisme, je pense au contenu pédopornographique. Nous sommes aujourd'hui en situation active. Nous avons une plateforme de gendarmerie que nous supervisons, nous, pour nous assurer qu'elle n'abuse pas de ses pouvoirs, qui est la plateforme Pharos. 150 000 contenus bloqués directement par cette plateforme, c'est l'ordre de grandeur pour l'année dernière. Sur les ingérences étrangères, la France est maintenant avec un organisme qui monte fortement en puissance, Viginum, qui contrôle les ingérences étrangères, qui permet au gouvernement de dénoncer auprès des autorités des pays concernés ces contenus. Les lignes bougent. La société civile est partie prenante à ce dispositif et nous allons commencer à désigner dans les semaines qui viennent les premiers signaleurs de confiance qui sont prévus par le règlement européen sur les services numériques. Le juge est dans le dispositif. On n'est plus caché par son anonymat aujourd'hui. L'affaire Telegram le montre très bien, où le juge, la justice, peut remplir son office. Ce qu'on a observé pendant les émeutes, les injonctions judiciaires ont très bien fonctionné. La justice a condamné qui devait être condamné.
Donc le mouvement, il est en cours, c'est une régulation naissante. On a la chance d'être sur un continent européen qui est pionnier, qui ouvre la voie. C'est le premier continent qui essaie de se doter d'une réglementation de niveau continental pour maîtriser ses acteurs. Et donc, c'est ça que je veux vous dire, sans gommer bien évidemment tout ce que nous savons, toutes les zones d'ombre. Mais il y a un horizon nouveau qui se dessine pour la régulation de ces acteurs et qu'on peut regarder, je pense, de façon prometteuse. En tout cas, l'ARCOM est pleinement engagé dans cette action avec la Commission européenne et nos collègues européens. Sur la question des moyens, l'ARCOM s'inscrira par définition dans le cadre des finances publiques qu'on lui donnera. Grâce à vous, en 2023 et sur la loi de finances 2024, l'autorité avait été confortée avec, vous l'avez compris, un champ de mission qui s'est considérablement développé ces dernières années. La corde budgétaire commence à se faire sentir dès cette année, puisque nous avons déjà eu des gels de crédit importants pour cette année. Nous devons financer sur nos propres ressources le déménagement de l'autorité et des travaux attenants. Donc on financera par prélèvement sur notre fonds de roulement cette année. Donc on respectera bien sûr le cadre des finances publiques. Mais il n'est pas exclu, si nous souhaitons bien remplir les missions que vous nous confiez, qu'on revienne peut-être vers vous l'année prochaine pour être accompagnés et aidés dans notre action. J'ai oublié d'évoquer les états généraux de l'information, qui sont une étape importante. C'est, je trouve, une copie solide, sérieuse, équilibrée. Merci, Madame la députée, pour le groupe de travail que vous avez piloté, qui a enrichi le travail qui avait été mené par ce groupe. Pour notre part, il y a plusieurs pistes qui nous semblent très importantes. Bien sûr, l'éducation aux médias. Vous avez beaucoup insisté dans votre rapport là-dessus. Et c'est bien évidemment prioritaire dans la phase dans laquelle on est. Le droit de l'anticoncentration est, à mes yeux, un élément central si on veut conforter le pluralisme des médias. C'est aujourd'hui un droit, je suis bien placé pour connaître son historique, qui date du monde hertzien, qui ne prend pas en compte le monde du numérique, qui ne couvre que certains secteurs et qui n'a pas cette approche globale qui constitue aujourd'hui la caractéristique des groupes audiovisuels. Donc il faut donner aux régulateurs un droit modernisé et renouvelé pour pouvoir bien remplir ses missions en la matière. Troisième question, à mon avis cardinale, c'est le financement des médias. 2/3 de la recette publicitaire qui finance, en dehors du service public, tous nos médias, presse écrite, radio, télévision, captés par les acteurs du numérique. On peut réclamer du pluralisme. Si on n'assure pas un financement à nos acteurs, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc il faudra, d'une manière ou d'une autre, il y a des propositions qui ont été faites dans les états généraux de l'information de ce point de vue-là, notamment de niveau européen. Il faut trouver un meilleur partage de la ressource pour préserver nos médias de contenu, ceux qui participent à notre débat démocratique, à notre vie en commun dans ce pays. Donc c'est à mon avis un enjeu central, l'équilibre du financement, le droit de l'anticoncentration. Et le climat, effectivement, donc j'ai évoqué les deux études que nous avons produites avec l'ARCEP et l'ADEME. Les groupes audiovisuels sont engagés dans la démarche des contrats climat. Dans les conventions que nous allons conclure avec les éditeurs, cette thématique est bien évidemment prise en compte. Eux-mêmes sont présents sur ce chantier-là, à la fois dans leur programme, qui se développe beaucoup, dans leur politique interne à l'entreprise. Les studios sont revus maintenant pour avoir meilleure économie d'énergie, notamment sur les lumières. Donc ils sont engagés dans ce mouvement. Mais ce qu'on a voulu souligner par notre dernière étude, c'est que ce secteur n'est pas absent de la problématique environnementale, principalement à cause des terminaux, et notamment du fait qu'on utilise de plus en plus des écrans de télévision de plus en plus grands, qui utilisent des matériaux rares, qui sont énergivores. Et donc il faut aller vers une éco-conception plus raisonnée, et de la même façon sur les usages. Regarder des programmes de vidéo en 4G sur son portable, c'est tout simplement déraisonnable. Les faits. Excusez. Bien, si vous le voulez bien, on va passer aux questions de 1 minute. Vous avez à loisir de reposer la question.
Et donc nous passons donc maintenant aux questions de 1 minute et Monsieur le Président de l'ARCOM aura loisir de répondre à vos questions, puisque il a quand même pris 25 minutes pour être le plus exhaustif possible. Pour le groupe RN, Caroline Parmentier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, retirer sa fréquence TNT à C8 en laissant 500 salariés sur le carreau a été perçu par de nombreux Français comme une décision politique et un acharnement contre Cyril Hanouna. Ces chaînes avaient été menacées directement par l'ex-ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Où est le respect de l'indépendance et de la pluralité des médias quand le ministre de la Culture les menace directement sous prétexte qu'ils agacent le pouvoir en place? À l'inverse, je crois que les Français devraient pouvoir exiger des médias publics, alors qu'ils les financent eux-mêmes sans en avoir le choix, une certaine retenue, un effort de pluralisme et une certaine neutralité, alors qu'ils supportent de leur part un militantisme de gauche décomplexé. Monsieur le Président, après C8, pouvez-vous dire aujourd'hui devant cette commission si la chaîne CNews est désormais menacée? Les Français qui apprécient sa liberté de ton et d'expression et l'ont placée première chaîne d'information devant BFM TV ont le droit de savoir. Je vous remercie. Pour le groupe EPR, Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le 3 octobre dernier, l'ARCOM a publié son rapport d'application de la délibération du 17 mai 2017 relative à la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives au titre des exercices 2022 et 2023. En effet, depuis février 2012, la loi visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs dispose désormais que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, notamment en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Cette disposition est essentielle, notamment cette année olympique, et les chaînes de télévision avaient toutes un rôle à jouer dans la diffusion des messages de lutte contre le dopage pour promouvoir un sport propre. Dans ce rapport, il est fait état qu'en 2023, sur les 36 chaînes nationales assujetties à la délibération, 28 ont pleinement appliqué celle-ci, 6 l'ont appliquée partiellement et 2 ne l'ont pas respectée. Donc, on en conclut que les chaînes de télévision ont en grande majorité respecté la loi. Cependant, comment expliquez-vous les manquements de celles qui ne l'appliquent que partiellement, voire pas du tout, et quelle démarche l'ARCOM peut-elle mettre en œuvre pour faire appliquer cette loi? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Pour les socialistes, donc Emmanuel Grégoire. Ah non, d'abord il y a Raphaël Arnaud, pardon, pour le groupe des Insoumis. Mais prépare-toi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'ARCOM, je me permets d'insister sur les plateaux du milliardaire Vincent Bolloré, car ce qu'il se déroule ont une répercussion directe dans nos rues et sur nos vies. Quelques jours avant le match France-Maroc lors de la Coupe du Monde, sur CNews, tous promettaient la guerre civile, dont Jordan Bardella ou Éric Zemmour. Au même moment, s'organisaient des attaques racistes coordonnées qui ont frappé simultanément des dizaines de villes en France, alors que Français et Marocains souhaitaient faire la fête ensemble. Plus grave encore, les tribunes offertes à Renaud Camus et sa théorie du grand remplacement, qui, on le rappelle, est une théorie complotiste qui puise ses sources dans l'antisémitisme le plus crasse. C'est cette théorie qui a motivé directement Brenton Tarrant, qui a mené le double attentat islamophobe sur des mosquées en Nouvelle-Zélande en 2019 et qui a fait 51 morts. Ces théories continuent à motiver des militants d'extrême droite à passer à l'action terroriste. Monsieur le Président de l'ARCOM, lors de vos décisions, prenez-vous en considération la dangerosité concrète de certains programmes, ainsi que les propos complotistes et racistes sur ces chaînes et les fake news systématiquement promulguées sur ces chaînes? Je vous remercie. Donc Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Président, ravi d'être avec vous aujourd'hui. 2 sujets sur lesquels je voulais vous interroger. Le premier, c'est dans le cadre des COM concernant les fréquences TNT ou évidemment sur le service public, la question de la protection des créations musicales originales. Je pense qu'il faut faire attention à ce que les musiciens, les compositeurs puissent avoir des débouchés dans les créations, là où la tendance peut être parfois de réutiliser des œuvres dont on a déjà les droits. Et le deuxième est un sujet évidemment au cœur d'échanges réguliers et de cette commission et de l'ensemble des acteurs. Il s'agit de la question de la souveraineté des plateformes de diffusion, une révolution engagée depuis de nombreuses années, mais dont la tendance s'accroît.
la captation de valeur par un nombre extrêmement minoritaire d'acteurs pose et une question évidemment de répartition de la valeur et deuxièmement une question de souveraineté pour l'Europe et peut-être encore plus pour la France. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Frédéric Meunier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, nous avons compris que vous avez sanctionné la chaîne CNews, peut-être trop pour certains, pas assez pour d'autres. Puis, dans le cadre de la présélection des candidats au service de la TNT, vous avez écarté la chaîne C8 et NRJ12. Tout ceci concerne des chaînes privées. Or, en novembre 2023, sur la chaîne TV5 Monde, vous avez estimé que le journaliste Mohamed Kassi n'avait pas commis de faute lors d'une interview du porte-parole de l'armée israélienne, quand le journaliste avait demandé à son interlocuteur de clarifier si l'armée d'Israël se comportait comme le Hamas. L'officier, d'ailleurs, est parti et a quitté l'interview. La rédaction de l'information avait désavoué son journaliste. Vous n'avez constaté aucun manquement. Ou plus récemment, le 3 octobre 2024, France Info recevait l'ambassadeur du régime iranien. Ce dernier annonçait librement, et sans être contredit non plus par l'animateur, que le Hamas est un mouvement de résistance palestinien et que Nasrallah, leader du Hezbollah, est un homme respecté dans le monde. Là encore, l'ARCOM ne s'est pas prononcé. Alors, Monsieur le Président, y a-t-il une préférence du public sur le privé et comment accepter et comment l'ARCOM peut tolérer qu'un membre de la République islamique qui fait l'apologie du terrorisme soit invité dans un média public français? Je vous remercie. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Jérémy Patrier-Létus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je veux à mon tour saluer votre engagement, que je crois, quel que soit de nos bords politiques et notre vision de l'ARCOM, vous avez servi cette institution avec détermination pour préserver l'information et nos médias qui sont des biens publics et au cœur de nos principes constitutionnels. On le voit d'ailleurs dans nos débats et parfois les clipages qui peuvent exister entre nous. J'aimerais vous interroger sur deux sujets. Le premier, c'est votre relation avec les plateformes. Ma collègue socialiste a évoqué la haine en ligne, qui est un sujet majeur, et la question aussi de la désinformation. On voit bien que dans cette lutte contre la haine en ligne et la désinformation, les plateformes ont un rôle majeur. On sait que pour certaines, elles n'ont que très peu de modérateurs francophones. Puisque vous quittez cette institution et que vous avez une parole libre aujourd'hui, voilà, avoir votre vision aussi de cette relation de l'ARCOM avec les plateformes et de votre rôle. La deuxième question, c'est sur l'équité qui doit exister entre nos médias privés et publics. On voit des coms aujourd'hui de 17 pages, 18 pages, des conventions avec des acteurs privés qui parfois font 180 pages. Or, ce qui compte, c'est l'équité entre les acteurs. Et donc, est-ce que les conventions avec les acteurs de privés ne sont pas trop importantes? Et dernière question sous-jacente, on a des conventions avec les acteurs privés qui sont différentes. CNews, LCI, BFM, il y a un socle commun, mais c'est pas toujours les mêmes obligations, c'est pas toujours les mêmes engagements. Quand vous discutez avec les uns et les autres, certains vous disent voilà, on a mieux négocié avec l'ARCOM. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un modèle commun pour l'ensemble des conventions relatives à l'audiovisuel privé, pardon. Je vous remercie. Je vous ai laissé en plus dépasser, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons Thierry Pérez, s'il vous plaît, pour 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'ARCOM publie un rapport annuel de la représentation de la société française dans les médias, classant les individus selon leur origine perçue, c'est-à-dire leur couleur de peau, qu'ils soient, je cite, blancs, noirs, arabes ou autres. En réalité, ce baromètre semble être un véritable baromètre du wokisme, car il opère un focus particulier sur les personnes dites non blanches, reprenant ainsi la logique wokiste du privilège blanc à dénoncer et d'une division de la société entre blancs et non blancs. Ce baromètre, qui fixe des quotas implicites basés sur la couleur de peau, est dangereux car il contribue à une dérive communautariste qui va à l'encontre de l'universalisme républicain. C'est donc en ouvrant l'œil que je vous pose ma question. Ne pensez-vous pas que ce type d'outil est contre-productif et dangereux? Je vous remercie. Merci. Prisca Thévenoud. S'il vous plaît. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je voulais vous interroger très rapidement sur le sujet des quotas, avoir votre retour d'expérience au cours effectivement de votre présidence et peut-être donner des pistes de travail pour la présidence à venir. Vous le savez, la loi de 86 permet la mise en place de quotas de chansons françaises permettant aux artistes francophones de se faire connaître grâce à leur exposition en radio. Ce dispositif est d'autant plus vertueux qu'il lance des carrières en mettant en avant l'émergence de nouveaux talents et de nouvelles productions.
Force est de constater que ce sont surtout les nouvelles productions qui sont mises en avant. Et quand on dit nouvelles productions, on ne dit pas forcément nouveaux talents, puisque 2 artistes déjà connus et renommés, en formant un duo, sont enregistrés comme nouvelles productions. Et donc, l'enjeu que nous avons aujourd'hui ensemble, au lendemain du sommet de la francophonie, est peut-être de savoir, de travailler, à voir comment nous pourrions mettre plus en avant nos jeunes talents francophones dans ce dispositif des quotas de chansons françaises. Merci. Je vous remercie. Question suivante de Ali Diwara. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je souhaite ici vous interroger sur la garantie de la pluralité des médias en France et la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, sur lesquels l'ARCOM se doit de jouer un rôle central. Si je tiens à saluer votre décision relative au retrait de la fréquence de diffusion à C8, j'allais dire CNews, mais c'est... Bref, le cas du site d'information Le Média, qui n'est pas détenu par un grand groupe ou un milliardaire, semble pertinent à soulever. Comment l'ARCOM garantit-elle que des médias indépendants de ce type aient accès aux fréquences de diffusion face à des acteurs plus puissants économiquement et dont les connivences avec le politique ne sont plus à démontrer? Le critère de viabilité économique au demeurant louable ne favoriserait-il pas l'obtention de fréquences uniquement par des milliardaires et des grands groupes? S'agissant de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour renforcer la modération et la prise en compte des signalements concernant les plateformes et médias en ligne? Comment l'ARCOM réagit face aux dérives et aux discours de haine observés sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur X, ex-Twitter, depuis son rachat notamment par Elon Musk, ou encore sur Telegram, et je pense ici notamment à ces milliers de jeunes femmes victimes de racisme ou de misogynie noire. Merci. Je vous remercie. Laurent Croisier, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Mestre. Je ne vais pas vous laisser effectuer votre dernière audition sans vous parler de la loi Sren. Un des volets majeurs de la loi, sécurité et régulation de l'espace numérique, est de renforcer la protection des mineurs, notamment contre les contenus pornographiques, en instaurant une vérification de l'âge. C'est un défi de vérifier de manière incontestable l'âge d'un internaute, tout en respectant scrupuleusement sa vie privée. Et la loi charge l'ARCOM d'établir à cette fin un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables. Vous aviez lancé à ce propos une consultation publique sur les normes envisagées. Quelles sont les conclusions de cette consultation? Où en êtes-vous de l'élaboration de ce référentiel? Quelles sont les solutions techniques envisagées? Je vous remercie. Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. La dépendance et le pluralisme des médias est l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de l'information. Il revient à l'autorité que vous présidez de garantir le pluralisme de l'information des programmes qui y concourent. Ces principes essentiels sont mis à mal par des médias d'opinion, je rappelle bien des médias d'opinion et d'information, qui ne sont plus des médias d'information et qui préfèrent relayer à longueur de journée des clichés, des propos haineux, stigmatisants, alors que leur souci devrait être de délivrer une information vérifiée, sourcée et factuelle. Cette tendance de certains médias fait réagir tant sur le plan politique que sur le plan juridique, avec notamment la décision du Conseil d'État du 13 février 2024 et la délibération de l'autorité du 17 juillet dernier. Vous avez évoqué ce sujet avec quelques réponses tout à l'heure et j'aimerais que vous rentrez un peu plus dans le détail, notamment dans les conventions établies par l'ARCOM avec chacun de ces opérateurs pour renforcer justement ce volet d'indépendance, de pluralisme et d'honnêteté sur l'information avec les différentes obligations qui leur incombent. Je vous remercie. Je vous remercie. Farida Amrani. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, après le retrait de l'agrément de la fréquence TNT à la chaîne C8 pour manquement grave au respect du pluralisme et pour des dérapages verbaux répétés, l'ARCOM a décidé d'accorder cette fréquence à Réel TV, cette même chaîne qui est financée par le milliardaire Daniel Kretinsky, dont l'empire médiatique inclut déjà l'hebdomadaire Franc-Tireur, cofondé par Raphaël Enthoven et Caroline Forest. Vous le savez comme moi, ces deux personnes ont été épinglées à plusieurs reprises pour la diffusion de fake news, la dernière en date pour M. Enthoven étant sa négation génocide des Tutsis dimanche dernier sur BFM. Quant à elle, Madame Forest parcourt depuis plusieurs semaines des plateaux de télévision pour répéter à qui veut bien l'entendre que le mouvement MeToo en fait trop, va trop loin.
Et tout cela pendant le procès Mazan, où le courage de Gisèle Pelicot force l'admiration de toutes et tous. Interprétation tronquée de la laïcité, diffusion de fake news, soutien officiel au président de la République, au mépris de l'indépendance journalistique. Monsieur le directeur, comment l'ARCOM peut-elle justifier de confier une fréquence publique à un groupe qui représente une concentration médiatique inquiétante et une influence idéologique marquée, alors que CNews en a été sanctionné pour le comportement similaire? Je vous remercie. Donc, Madame Céline Hervieux. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous interroge pour ma part sur les conventions d'objectifs et de moyens dont on a... S'il vous plaît, vous pouvez échanger à l'extérieur si vous souhaitez. Les conventions d'objectifs et de moyens qui fixent donc les obligations des chaînes en échange de l'attribution des fréquences sont en cours de signature, ça a été dit avec les chaînes présélectionnées en juillet. J'aimerais vous interroger pour ma part sur un point précis concernant le contenu de ces conventions, qui sont les comités d'éthique, puisque la loi Bloch de 2016 a permis des avancées indéniables en matière de protection des journalistes, de pluralisme de l'information et des programmes, et avec les fameux comités relatifs à l'honnêteté et à l'indépendance. Alors, quelles sont les nouvelles modalités dans les futures conventions d'objectifs et de moyens qui prévoient un renforcement pour ces comités d'éthique? Je vous remercie. Je vous remercie. Géraldine Barnier, s'il vous plaît. Oh, alors c'est Bagné. Pardon, Géraldine. Géraldine Bagné. Merci. Monsieur le Président, je souhaiterais vous interroger sur deux sujets. Tout d'abord sur la question de la ligne éditoriale des médias audiovisuels et de la compréhension par les citoyens de cette ligne éditoriale. Dans un contexte de multiplication des médias en ligne, de chaînes d'information qui flirtent avec la limite de chaînes d'opinion, existe-t-il un moyen d'information simple et qui pourrait être très clairement et facilement accessible aux citoyens pour connaître l'orientation politique d'un média si la ligne éditoriale est de droite, de gauche, plus neutre? Autre question, j'ai vu la campagne de lutte contre le piratage lancée du 30 septembre au 13 octobre par l'ARCOM. Est-il prévu que cette campagne soit reprise de façon massive et concomitante dans l'éducation nationale, notamment via l'EMC, l'éducation morale et civique? Ce serait l'occasion de sensibiliser à la problématique plus générale du droit d'auteur qui concerne de nombreux supports. Et merci pour votre engagement ces dernières années. Merci, Madame Bagné. Thierry Courbon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Le sport gratuit à la télévision, c'est rare et c'est même de plus en plus rare. Alors, si un certain nombre d'événements sportifs dits d'importance majeure, il y en a 21, sont accessibles par tous les téléspectateurs, la réalité est là. Les amateurs de sport doivent s'acquitter de plus en plus d'abonnements divers et onéreux pour regarder leur compétition favorite ou tout simplement le club de leur ville. Alors, dans un contexte d'inflation tarifaire dont la nouvelle chaîne de diffusion de la Ligue 1 DAZN est peut-être la pire des illustrations, la conséquence est là, le piratage explose et d'ailleurs l'ARCOM a rendu public un certain nombre de chiffres à ce sujet. Un piratage qui est condamnable, mais qui est malheureusement compréhensible dans un contexte de crise du pouvoir d'achat où l'accès aux loisirs est souvent sacrifié en priorité. Et dans ce cadre-là, je voulais vous interroger sur deux propositions qui sont issues d'un précédent rapport parlementaire, un rapport transpartisan, qui consiste à la fois en la création d'un service public audiovisuel minimum de diffusion du sport sur les chaînes publiques et en particulier l'instauration d'un lot dans le cahier des charges de la Ligue de football professionnel pour avoir un match en clair par journée de championnat afin de soutenir l'exposition de notre football national. Je vous remercie. Je vous remercie. Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, parmi les 3 points de prospective de la fin de votre intervention, vous avez mentionné l'avenir de l'audiovisuel public sur lequel vous êtes déjà revenu et auquel nous contribuerons dans cette commission par l'émission d'un avis sur les contrats d'objectifs et de moyens. Sophie Taillé-Polian et moi-même avons eu l'occasion d'échanger avec vous récemment à ce propos. C'est sur un autre point que je voulais vous interroger sur les états généraux de l'information et notamment rebondir sur votre mention des pistes anti-concentration dégagées par les préconisations des états généraux tels que révélés en mi-septembre dernier. Ainsi, les états généraux de l'information soulignent qu'un degré excessif de concentration dans les médias nuit à l'expression de la pluralité. Alors, comment déterminer un seuil unique et plurimédia? Et pour aller plus loin, comment procéder à un examen à 360 degrés du pluralisme? Quels sont les prérequis technologiques ou réglementaires ou législatifs? Et puis, quel rôle pour l'ARCOM dans celui-ci?
Je vous remercie. Dernière question, Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, 2 ans et demi après les sanctions européennes visant la chaîne RT, anciennement Russia Today, elle continue à diffuser sa propagande en contournant les restrictions avec une facilité déconcertante. Alors que cette dernière a été sanctionnée pour son rôle dans la désinformation orchestrée par le Kremlin, il est toujours possible, en quelques clics, d'accéder à ces programmes en la cherchant simplement sur n'importe quel moteur de recherche. Ce problème a déjà été soulevé par Radio Free Europe, Radio Liberté en février dernier, et plus récemment, Thibault Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, a également tiré la sonnette d'alarme. L'ARCOM, en tant que régulateur, joue un rôle essentiel pour veiller à l'application stricte des sanctions nationales comme européennes. Envisagez-vous de faire appliquer avec fermeté, urgence, efficacité les sanctions de l'Union européenne contre la chaîne RT et bloquer plus efficacement l'accès aux sites miroirs et autres plateformes numériques diffusant RT? Merci. Bien, nous avons fini avec les questions. Donc, nous donnons maintenant la parole à Monsieur Mestre, président de l'ARCOM, qui a un challenge, pouvoir répondre à ces 16 ou 17 questions en un temps imparti d'une quinzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à toutes et tous de vos questions très, très riches qui illustrent bien la très grande densité des missions de ce régulateur. Je vais peut-être commencer par la dernière sur la chaîne RT pour rappeler que le régulateur a été très tôt très actif sur ces sujets-là. Je rappelle que nous avons des compétences sur des chaînes extra-européennes qui diffusent sur le continent, sur le territoire de l'Union européenne, sans être présent en tant que tel sur le territoire. Et donc, d'une part, nous avons exécuté très vite le paquet de sanctions, pour reprendre l'expression, décidé par l'Union européenne, pardon. Et d'autre part, nous avons mis en demeure très tôt Eutelsat pour qu'il bloque la diffusion de plusieurs chaînes qui étaient en infraction avec les dispositions qui sont en vigueur sur le territoire de l'Union, plusieurs chaînes russes. Il y avait en quelque sorte un peu un trou dans la raquette que la loi SREN, qui a été évoquée par ailleurs, sur laquelle je vais revenir, a permis de combler sur qui était compétent pour intervenir sur des reprises de ce signal, notamment sur Internet. Nous nous en sommes entretenus pas plus tard qu'hier avec les représentants de Reporters sans frontières, et grâce aux nouvelles compétences que la loi SREN nous a données, nous sommes d'ores et déjà en action. C'est l'occasion pour moi, monsieur le député, de vous répondre sur notre compétence sur la protection des mineurs. Ce chantier de la protection des mineurs à l'égard des sites pour adultes est un chantier particulièrement complexe. Il y avait, comme vous le savez, une première loi de 2020 sur les violences conjugales qui nous a donné des compétences en la matière que nous avons utilisées, donc mise en demeure de ces sites et demande de mesures de blocage au juge judiciaire. Je vous épargnerai l'ensemble des recours contentieux que l'industrie, parce que c'est une véritable industrie pornographique, a pu mener en la matière. C'est des procédures qui sont à ce stade suspendues à une question préjudicielle qui est pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc j'espère que nos procédures pourront reprendre. Néanmoins, il y a une deuxième procédure qui est pendante, sur laquelle on devrait avoir, je pense, un jugement ce mois-ci, qui va être rendu par la Cour d'appel de Paris, à l'initiative des associations de protection de l'enfance, qui demandent également des mesures de blocage de ces sites. Et puis, troisièmement, il y a la loi SREN, qui est intervenue récemment, qui nous donne de nouvelles compétences en la matière, et qu'on a bien l'intention d'utiliser. D'abord, cette loi nous demande d'élaborer et de publier un référentiel technique. Ce référentiel a été élaboré, a été soumis à la Commission européenne, qui nous a donné son aval. Conformément à la loi, on l'a soumis à la CNIL, qui nous a donné également un avis favorable sur le texte. Et sans dévoiler le secret, il n'est pas exclu qu'on adopte définitivement ce référentiel demain et qu'il soit rendu public dans la foulée. La loi prévoit ensuite un délai de 3 mois après la publication de ce référentiel. Et ensuite, nous pourrons entrer dans les procédures de mise en demeure des sites et de blocage, puisque la loi SREN nous donne une compétence d'ordonner nous-mêmes le blocage, comme pour le piratage. Et voilà. Mais on aura probablement quelques épisodes de contention en la matière. Plusieurs d'entre vous ont évoqué la question des conventions qui nous lient aux éditeurs sur leur structure et puis sur certains aspects particuliers.
On a très largement refondu ces conventions l'année dernière au moment de la délivrance de l'autorisation de TF1 et d'M6. On les a très largement réécrites pour tenir compte de l'évolution du droit et de préoccupations que la représentation nationale en particulier a pu exprimer. Et donc, en partant de ces modèles-là, nous avons prévu de les enrichir encore, d'une certaine façon, pour tenir compte d'éléments importants. Je pense à la décision du Conseil d'État du 13 février sur la question du pluralisme, ou la question du SHIPIP, Madame la députée, sur laquelle le Parlement a beaucoup travaillé. Vous savez qu'il y a eu une mission d'évaluation de la loi Bloch au début de cette année. Il y a une proposition de loi qui est portée par une sénatrice, qui est actuellement à l'examen du Sénat, qui propose différentes mesures sur le sujet. Et donc, en anticipation de ce que le législateur pourra dire à un moment ou à un autre, dans les projets de convention qu'on a transmis aux éditeurs, la partie consacrée au SHIPIP est très fortement densifiée pour leur donner plus de moyens, plus de dialogue institutionnel avec les rédactions, avec la direction, plus de visibilité sur leur capacité d'action. Nous avons prévu également, en nous inspirant d'un rapport du Sénat sur la concentration dans les médias, de généraliser la désignation dans les conseils d'administration de tous les médias audiovisuels d'un administrateur indépendant qui soit un référent sur les sujets de déontologie ou d'indépendance des rédactions et qui soit en même temps le correspondant du SHIPIP, ce qui permettrait de faire porter devant le conseil d'administration ou devant le conseil de surveillance des questions relevant de leurs compétences. Donc on a un ensemble qui est beaucoup plus dense, je dirais beaucoup plus solide. Et nous-mêmes, on a intensifié nos échanges avec eux. On est en train de les recevoir tous individuellement. Je ferai une réunion collective avec eux dans peu de temps. Et nous prévoyons d'ailleurs de les saisir, puisque l'ARCOM peut saisir les SHIPIP eux-mêmes, ce qui sera un moyen de leur donner une visibilité supplémentaire à côté de l'action que le régulateur mène lui-même. Ces conventions, en tout cas pour répondre à votre question, elles comportent un tronc commun, et donc on va dans le sens d'une unification de ces conventions, avec des obligations générales, le pluralisme, les SHIPIP qu'on vient d'évoquer, un certain nombre d'obligations communes à tous ces acteurs, et puis bien évidemment des mesures spécifiques qui sont liées à leur projet, qui sont liées au format de la chaîne. C'est pas la même chose d'être une chaîne d'info, une chaîne musicale, une chaîne généraliste. Et donc on décline les obligations propres à chacune d'entre eux dans ces conventions. Elles sont volumineuses, monsieur le député, j'en conviens. Elles sont moins volumineuses que le cahier des charges du service public, néanmoins, qui est un modèle de choc de simplification, pour reprendre une métaphore célèbre. Donc voilà sur les conventions. Sur le dopage, les chaînes ont fait de gros progrès depuis 6 ans. L'essentiel des chaînes, c'est 28 chaînes ont respecté les obligations prévues par la loi d'avoir une action de sensibilisation sur ces sujets. On a relevé 2 manquements et c'est avec ces 2 éditeurs, bien évidemment, qu'on aura un dialogue plus étroit. Monsieur le député Grégoire, vous avez soulevé une question importante, c'est la présence de la musique dans nos médias de façon générale. Il y a plusieurs chaînes de la TNT, comme vous le savez, qui sont concernées par ce dispositif. Et l'un des points auxquels on prête attention, effectivement, c'est la composante originale, la part de programme original, que ces programmes ne soient pas simplement des robinets, si je puis employer cette expression un peu vulgaire, de diffuser des programmes déjà un peu épuisés et un peu usés, mais de donner une place aux artistes, à la partie vivante de la création musicale. Et je partage tout à fait votre sentiment sur la problématique de souveraineté. Je l'ai évoqué avant que vous arriviez sur le dispositif qu'on vient de mettre en place sur les services dits d'intérêt généraux pour assurer la bonne visibilité de nos éditeurs traditionnels. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un meilleur équilibre, notamment dans le financement de nos médias de contenu, entre les plateformes numériques, et notamment les plateformes extra-européennes, et nos acteurs, entre les plateformes de streaming musical, les radios musicales. Il y a là un sujet qui est important. Et Madame la ministre, vous avez évoqué les quotas. C'est vrai qu'on a un régime qui est très sophistiqué dans la loi française, c'est le moins qu'on puisse dire, à un moment où les plateformes de streaming, elles,
sont dans un cadre beaucoup plus libre, comme vous le savez. Et donc le monde de la radio, le monde de la radio musicale, a le sentiment d'un déséquilibre entre les deux. Les chaînes qu'on a choisies, Madame la députée, qu'on a présélectionnées, puisque j'ai expliqué tout à l'heure le processus qui n'est pas terminé, elles répondent d'abord au premier objectif que nous demande de satisfaire le législateur, c'est celui du pluralisme. Et c'est quand même une singularité dans notre paysage, puisqu'on va avoir 2 acteurs nouveaux, dont un qui est porté par une association de la loi 1901. Ce n'est pas un milliardaire, c'est un titre de presse quotidienne régionale, et pas des moindres, Ouest France, en liaison avec tous les titres de PQR, qui portera un regard national sur la France à partir des territoires. Donc on ne privilégie pas les milliardaires, pour reprendre votre expression. On choisit le pluralisme, l'intérêt du téléspectateur au regard de l'ensemble de la plateforme, le respect par les éditeurs de leurs obligations. C'est un ensemble qui amène le régulateur à statuer sur les dossiers qui lui sont présentés. Je redis à nouveau que la compétition était rude, 24 candidats pour 15 fréquences. Donc c'était un véritable appel à candidature. Ce n'est pas une procédure de reconduction automatique des autorisations. Ce n'est pas comme ça qu'est écrite la loi. Et je veux vous dire ici que le collège a pris sa décision loin de toute pression politique, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je crois que le temps des pressions sur le régulateur sont loin de nous. En tout cas, moi, je peux témoigner devant vous qu'en 6 ans de présidence, je n'ai subi aucune pression dans l'exercice de mes missions. Aucune. J'insiste bien sur ce plan-là, et que c'est seul l'intérêt général et la loi qui a guidé l'action que nous avons menée à la tête de cette autorité. La régulation des réseaux sociaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est au début de l'histoire, je l'ai dit, mais il y a un mouvement qui est enclenché, c'est une régulation d'un type nouveau qui est différente des médias audiovisuels, parce que sur ces réseaux, c'est des centaines de millions de contenus qui sont diffusés chaque seconde de manière planétaire. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas exercer un contrôle contenu par contenu. Donc, c'est une régulation d'un autre type, ce qu'on appelle une régulation systémique, qui est portée par la Commission européenne et nous-mêmes. Et je pense que ce mouvement est aujourd'hui enclenché. Ce qui s'est passé sur TikTok avec la plateforme TikTok Lite en est une illustration. On verra comment vont se conclure les enquêtes qui sont en cours, auxquelles on collabore sur X et d'autres acteurs. Mais cette régulation, elle est en route pour aller vers un Internet plus sûr, luttant contre la haine en ligne et contre les contenus illicites ou préjudiciables. Le sport gratuit, c'est effectivement une vraie question, parce que le sport, c'est ce qui fédère le plus sur les médias audiovisuels, vous le savez, vous l'avez bien dit. Et la captation du fait de la professionnalisation du sport, de la diffusion par des éditeurs payants, est effectivement un sujet, à la fois pour l'intérêt général des téléspectateurs, bien sûr, mais aussi pour le piratage. On l'a bien vu sur la séquence de football à laquelle vous avez fait allusion. Je rappelle qu'on a bloqué, je parle sous le contrôle du directeur général, depuis la création de la COM, plus de 5000 sites pour du piratage sportif. On a beaucoup accéléré nos interventions dans la séquence depuis la fin du mois d'août et sur l'ensemble du mois de septembre. Sur le piratage culturel, de la même façon, on a été très présent. Mais il est important, c'est le but du décret sur les événements d'importance majeure, de préserver une offre gratuite. Et le service public, on rejoint les questions que beaucoup d'entre vous ont posées cet après-midi, a un rôle central à jouer en la matière. L'exemple des Jeux Olympiques en est la plus parfaite illustration. On a eu une offre magnifique dont on a les uns et les autres pu largement profiter. Madame la députée Calvez, vous êtes un très bon connaisseur des sujets de l'audiovisuel. Je ne voudrais pas retenir toute l'Assemblée pour exposer un dispositif nouveau d'anticoncentration, mais je suis tout à fait disposé à prolonger ce dialogue avec vous. Je pense que le rapport sur les EJ ouvre des pistes qui sont intéressantes. On a besoin de 2 droits de l'anticoncentration. Le droit de la concurrence classique, les abus de position dominante que gère l'autorité de la concurrence très bien, et puis un droit sectoriel spécifique, le droit des médias, que nous assumons nous-mêmes, que nous mettons en œuvre en tant que régulateur sectoriel.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dispositif, comme je l'ai dit, qui ne concerne que les médias hertziens, qui oublie le numérique, qui traite tous les médias sur un plan d'égalité. Acheter une chaîne d'infos, ce n'est pas la même chose qu'acheter une chaîne musicale. Et donc, il faut prendre en compte cette dimension. Ça soulève bien sûr des questions de réglage, de fine-tuning, on dirait, pour la radio. Mais en tout cas, je pense qu'il faut donner à ce régulateur une capacité d'autosaisine plus grande, une capacité d'appréciation plus grande. On l'a vu sur certaines opérations de concentration que nous avons examinées dans la période récente, où le régulateur manque probablement d'outils pour bien apprécier la réalité de ces opérations. La ligne éditoriale, c'est une bonne question. C'est l'occasion pour moi de rappeler que la loi que nous mettons en œuvre, c'est une loi de liberté. Elle est intitulée « Loi relative à la liberté de communication ». C'est exactement le pendant pour l'audiovisuel de la loi de 1881 pour la presse. Son article 1er dit que la communication est libre. Elle consacre la liberté éditoriale, c'est-à-dire la liberté des médias de choisir les sujets qu'ils veulent traiter et la manière dont ils veulent les traiter, dans le cadre, bien évidemment, de l'autorisation qui leur est délivrée, dans le cadre du format pour lequel le régulateur les a autorisés. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un équilibre entre la liberté et la responsabilité. Et le régulateur, et d'ailleurs vos critiques qui ont pu être exprimées ici ou là le montrent bien, il y aura toujours ceux qui trouvent qu'on en fait trop. Certains d'entre vous l'ont exprimé et qui considèrent qu'on serait quasiment une autorité de censure, ce que je récuse totalement. Et puis il y a ceux qui considéreront toujours qu'on n'en fait pas assez. C'est peut-être qu'on est sur la bonne ligne de crête et qu'on fait bien notre travail. En tout cas, c'est l'ambition qui a été la nôtre pendant 6 ans. Et une fois encore, je remercie beaucoup votre commission et le Parlement d'avoir beaucoup soutenu ce régulateur ces dernières années. Vous avez produit énormément de lois, je le redis, j'ai connu 12 lois en 6 ans et 6 règlements et directives européennes. C'est dans l'histoire pour un serviteur de l'État très, très exceptionnel. J'espère que la route ne va pas s'arrêter là. Et soyez assurés en tout cas de l'engagement et de la compétence des membres de cette autorité pour porter ces belles missions. J'ai répondu sur CNews. Je vous remercie, Monsieur le Président Mestre. Je suis persuadée que nos chemins vont se recroiser parce qu'une telle expertise, on ne la laisse pas partir. Donc je vous souhaite une très belle suite. Mes chers collègues, nous nous retrouvons demain matin à 9h30 pour l'audition de Tony Estanguet, président du COJOP de Paris 2024, et de Aurélie Séveigne, adjointe au délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc demain, 9h30.